Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de vous abonner à la chaîne YouTube de Force Pingouin. Aujourd'hui, petite introduction dans ce documentaire pour vous dire tout simplement que les intervenants que vous verrez dans la vidéo aujourd'hui d'Audrey, donc l'ex, ou entre guillemets le père si vous voulez, la famille, le juge, l'armée, tout ce cadre-là, c'est les mêmes intervenants que dans l'affaire Maurice Séverine que vous verrez demain dans la vidéo. Je vous mets le lien dans la description pour l'association Tous pour Maurice aux enfants de la terre.fr et en vous souhaitant une agréable visionnage de ce documentaire. Merci à vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin, merci de regarder ce gros documentaire et merci de nous suivre à travers cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on reçoit Audrey, une amie qui a un gros témoignage à dire, donc merci Audrey pour cette invitation. Je vous en prie. À travers cette vidéo, on va vous raconter une histoire très poignante et qui est aussi très étonnante, incohérente dans tous les sujets et très poignante dans les sujets, surtout avec les enfants. Donc, juste avant d'aller directement dans le vif du sujet, je vais laisser Audrey se présenter. Bonjour, je m'appelle Audrey. Voilà, j'étais jusqu'à présent professeure dans l'éducation nationale. J'ai suivi des études de lettres. Voilà, je suis agrégée de lettres modernes. Et aujourd'hui, je suis la maman de 2 enfants aujourd'hui qui sont victimes d'abus de la part de leur papa, mais pas seulement. Et je me bats pour eux. D'accord. Et du coup, tu as fait quoi comme métier avant? J'ai été professeure Que professeur? dans l'éducation nationale depuis... Ok. Quelle langue? Français? De français, professeur de français. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Bon, bah, une excellente littéraire, hein, on peut dire. Donc, bah, écoute, merci de nous avoir présenté. On va parler vraiment du sujet, donc le début, comment ça s'est passé, le pendant et le après, si tu veux bien. Bien sûr. Ok. Alors j'ai quitté mon ex-mari il y a à peu près 3 ans. Donc je suis une excellente mère. J'ai été sans arrêt reconnue dans mon métier. Je suis en charge de centaines d'enfants depuis 2004. Donc je n'ai aucun problème. Et voilà, j'ai quitté cet homme qui me rendait absolument malheureuse, qui gravitait dans le milieu flou, obscur et malsain de l'armée. Et avec qui je me sentais complètement étouffée en fait, ce qui m'empêchait totalement de vivre. J'ai quitté cet homme pour reprendre ma liberté et quand je l'ai quitté, il n'a pas supporté cette séparation et il m'a envoyé les services sociaux. J'ai cru que c'était un canular. D'ailleurs, quand j'ai été reçue, on m'a fait comprendre qu'en 15 jours, ce serait terminé puisqu'il n'y avait aucune inquiétude à mon sujet. Et ça fait 3 ans aujourd'hui que je me bats pour être entendue et pour faire entendre mes enfants parce que en dirigeant l'attention sur moi, en inventant des choses aberrantes et totalement simples à vérifier, lui s'est octroyé, s'est donné la liberté de faire du mal aux enfants avec le soutien des services sociaux et le soutien de la justice jusqu'à présent. Voilà, donc j'ai porté plainte à plusieurs reprises sans être entendue et je ne peux pas accepter cette situation. Oui, c'est sûr. Surtout que tu avais tous les éléments pour avoir un entier jugement en ta faveur. Bien sûr, il ne demandait pas la garde des enfants, j'étais reconnue dans mon entourage. Voilà. Tout ce qui était bon était dans ton bien élément. sûr, bien sûr. Et par contre, pour le père, c'est vraiment tout dans le mauvais. Addiction aux jeux vidéo, ouais. Addiction en tout genre, à l'alcool, beuverie. Et puis, quand on vivait ensemble, quand même, il a fait deux missions en Afrique. C'est un homme qui est passionné d'occultisme, passionné de magie noire, qui consulte lui-même la femme de son père, qui fait des rituels africains. Le papa qui s'est converti du jour au lendemain à l'islam, qui s'est mis à porter des gris-gris, à avoir des croyances extrêmement malsaines dans lesquelles peuvent baigner mes enfants aujourd'hui. Sans raison. Sans raison. D'accord. Du jour au lendemain, voilà, il a pété les plombs et il a quitté sa femme et il s'est fait rebaptiser. Et il s'est converti à l'islam. D'accord. Donc c'est un islam modéré ou radicalisé? C'est un islam, il est actif, en tout cas il est pratiquant. Et il vit avec 2 jeunes africaines. Okay. Voilà, il a enchaîné des liaisons avec 2 jeunes africaines. Et il a même reçu chez lui une africaine qui ne devait pas avoir plus de 15 ou 16 ans d'ailleurs, qu'il a présentée comme une nièce de l'une de ses conquêtes. Et aujourd'hui il vit avec une femme qui pratique des rituels africains et que mon ex-mari a consulté à plusieurs reprises. D'accord.
Donc, pour préciser, les rituels africains, c'est des rituels où clairement les femmes sont objets, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, elle fonctionne, si vous voulez, ils ont mis dans un 50 mètres carrés. Ils ont deux énormes bahuts congélateurs avec plein de mixtures à l'intérieur pour les clients qui viennent la consulter. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, ouais, c'est vraiment dans l'atrocité la plus extrême. Oui. Et, euh, et du coup, après ça, quel en est-il par rapport au tribunal et par rapport aussi au juge qui a pris cette affaire? Alors, donc la procédure de divorce est encore en cours. D'accord? Là, je suis en procédure d'appel parce que je peux absolument pas accepter que mes enfants vivent chez leur père dans les Mhm. conditions qui sont celles actuellement. Et il y a un juge des enfants qui est également en charge de notre dossier. Il y a les services sociaux qui sont censés veiller au bien-être des enfants et qui me demandent très clairement d'arrêter toute entreprise, toute procédure, en prétendant que c'est l'intérêt des enfants justement de ne rien faire. Voilà. Donc ça fait 3 ans qu'on me demande de me taire. D'accord, ouais, donc c'est vraiment de la pression, quoi. Ah oui, Quand t'as- complètement. Ouais. Pression qui a commencé par des enquêtes hebdomadaires tous les Mhm. mercredis, donc ce qui m'empêchait d'emmener les enfants faire la moindre activité, par exemple. Donc ça s'est passé comme ça. Et puis à partir du moment où elles ont vu mon ex-mari, leur discours a complètement vrillé. Au début, c'était mais vous inquiétez pas, ça va aller très vite, on n'a aucune suspicion à votre égard. Et à partir du moment où elles l'ont rencontré, lui, terminé, j'étais devenue folle, je réglais mes comptes avec monsieur et j'instrumentalisais mes enfants. Voilà. Donc ça fait 3 ans. Il y a eu des certificats médicaux attestant de sévices physiques. J'ai Mhm. des photos, des enregistrements. J'ai mon médecin, plusieurs médecins qui se sont penchés sur la question, qui se sont engagés avec nous. Et malgré cela, les services sociaux ont décidé qu'en fait les enfants étaient en danger chez moi et les ont envoyés consciemment, volontairement, en écrivant directement au juge chez leur père. D'accord. Ouais, donc vraiment grosse incohérence, quoi. Tout à fait. Et surtout, en plus de ça, retournement des faits Mhm. envers toi. Oui, exactement. De manière complètement incompréhensible en fait. Hmm. De façon à ce que justement tu aies rien et que le mari ait tout. C'est ça, exactement. Et en me menaçant, hein, puisqu'aujourd'hui on en est au point où elles sont intervenues pour que les enfants aillent vivre chez leur père. Aujourd'hui elles ont carrément écrit au juge pour que je ne les vois même plus pendant l'été, que je n'ai même plus Mhm. droit de visite, alors que j'ai rien fait. On ne me reproche rien de concret. Il se passe des horreurs chez leur père qui sont sans nom, et malgré cela, elles continuent à faire la sourde oreille. Et même, elles ont été jusqu'à me demander ce que je voulais pour penser comme elles. Ce qu'elles pouvaient faire, elles, pour que j'arrête mes entreprises. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment de la mauvaise volonté. Donc en gros, quand on voit cette affaire, c'est vraiment un réseau de personnes qui se sont dit clairement, voilà, on va tous faire comme ça, on va agir dans ce sens-là. Oui, Comme ça, on va la madame qui a cette affaire-là, donc en l'occurrence toi, elle va être écartée pour pouvoir lui mettre des pressions pour qu'elle se taise et qu'elle ait tout en échec et que le mari ait tout en sa réussite. exactement. Moi, quand on m'a séparée de mes enfants, enfin, de toute façon, elles avaient, avant même le jugement du JAF, elles avaient déjà dans l'idée que les enfants iraient chez leur père. Elles en ont parlé en entretien. Elles ont dit à mes enfants de se taire également, parce qu'elles les ont entendues parler. J'ai le petit hein, qui s'est confié en disant que le père lui avait fait mal. Il dit kiki, lui, parce qu'il est Oui. tout petit. J'avais un certificat médical. Et à partir du moment où les affaires ont été classées au niveau de la gendarmerie, les services sociaux ont dit aux enfants, il faut oublier tout ça. Les experts ont vérifié. Papa est gentil, arrêtez d'écouter maman. Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Ah oui, donc en fait, ils avaient déjà dès le début réglé leur opinion. Oui, tout à fait. Puisque ça fait 3 ans que j'entends toujours le même discours, quelle que soit la personne. Même quand je rencontre une nouvelle personne qui a l'air prête à m'aider et à m'entendre, la dernière en date qui m'a dit mais je vais tout faire pour vous aider, un mois après, le discours était tout à fait différent. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment bien orchestré, tout a été mis en scène en fait. Exactement. D'accord, ok. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un retour sur scène par rapport à ce que tu as eu et par rapport aussi à ce que tu as vécu sur Alors, des enlèvements? oui, tout à fait. Donc moi, j'ai fait des rêves lucides. Je peux en Mhm. parler? Oui, oui, bien Oui, sûr, bien sûr. oui. Donc moi j'ai fait des rêves lucides qui sont devenus en fait d'authentiques souvenirs. Ça fait des mois en fait que ça me revient. Euh,
Donc j'ai vu ce qui s'était passé par exemple dans des salles du Mont Verdun, j'ai vu des salles que je connaissais, à des moments où j'étais effectivement sur les lieux, des moments notamment où j'ai pu être enceinte aussi, où D'accord. j'étais vraiment au Mont Verdun. Et j'ai vu qu'on avait fait des expériences sur nous, qu'on nous avait mis des implants, qu'on était branchés à des machines et qu'on nous avait injecté des produits. Donc des petites salles qui sont très précises dans ma mémoire, j'ai des sons, j'ai des odeurs. J'ai également des scènes de viol qui me sont revenues dans des salles très précises, des salles d'atelier de mécanique notamment, avec des collègues de mon ex-mari notamment. Sachant qu'à l'époque où je vivais avec lui, j'avais des endormissements tout à fait anormaux, c'est-à-dire que je pouvais m'endormir à 6 heures le soir. Aujourd'hui, alors que ma vie est quand même plus chargée, je m'endors, il est minuit. Je m'endormais en pleine journée et je l'ai surpris à plusieurs reprises en train d'empoisonner ma nourriture. Ok, donc en fait, il y avait vraiment une réelle volonté de t'anéantir, quoi. Bien sûr, oui. Donc j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de me maquiller, j'avais pas le droit d'avoir d'amis. D'ailleurs, à tel point, il ne supportait à tel point que je vois personne que il a même porté plainte contre ma meilleure amie parce qu'il supportait pas que je puisse avoir le moindre soutien. Il m'a isolée socialement puisqu'on voyait que ses amis à lui, des militaires pour la plupart. Et puis il a profité aussi de dissensions avec mes parents pour m'isoler totalement. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment de la possessivité extrême. Ah oui, c'est ça, c'est de la manipulation. Ouais. D'accord. Et ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'on peut, pour les auditeurs qui nous regardent, dire où se trouve le Mont Verdun en France? Le Mont Verdun se situe aux alentours de Lyon. On est à quelques kilomètres de Lyon. Voilà, c'est en haut d'une colline, c'est une base aérienne. D'accord, donc c'est dans la région Rhône-Alpes et c'est aux alentours de Lyon, quoi. Exactement, oui. Ok, et c'est un cadre militaire? Oui, c'est un cadre militaire qui est assez important pour la région puisque c'est là où a été rapatrié le plus gros de l'armée quand la base de Taverny a fermé en région parisienne. Okay. Donc c'est là où se trouve le gros de l'équipement du centre de décision. D'accord, oui, donc c'est le gros QG décisif, quoi. C'est ça. D'accord. Donc moi aujourd'hui je veux parler de ce que mes enfants ont vécu et vivent toujours chez leur père. Quand on était ensemble déjà c'était un homme extrêmement froid qui était sans amour même avec moi et avec les enfants avec des punitions démesurées, des insultes notamment. Son insulte préférée c'est tête de gland pour des enfants de 3 ans ou moins. Voilà. Donc ça aussi je le supportais plus en fait dans notre vie. Il participait à rien, ni à l'éducation, il n'a jamais signé un bulletin, il ne s'intéressait pas du tout aux enfants. Il passait son temps enfermé dans le garage à faire je ne sais quoi. Il a d'ailleurs pris plusieurs fois l'aîné avec lui, je l'ai su après, je l'ai su il n'y a pas très longtemps, que dans le garage déjà le père lui apprenait à faire des produits en fait. Il y avait plein de bouteilles vides, il me disait que c'était pour que quand il allait chez un producteur, il ramenait des bouteilles de rosé, en fait ces bouteilles-là elles étaient faites pour l'armée. Pour préparer des produits et que mon fils déjà à cet âge-là, il n'avait pas 6 ans, participait à tout cela. Donc moi quand je l'ai quitté, je ne me suis pas opposée à ce qu'il voit les enfants en ma présence, même si les enfants ne demandaient pas spécialement à le voir. Et à partir du moment où ils ont commencé à aller chez lui tout seuls, donc ils ont commencé à me faire des révélations extrêmement inquiétantes. On retrouvait ces insultes, on retrouvait des gifles, on retrouvait des colères. Les enfants parlent d'une colère de taureau, un père qui rentre dans une colère inexplicable. Quelques semaines plus tard, en fait, l'aîné a commencé à me raconter que son père le prenait sur les genoux au moment du coucher et que le père était en caleçon et que son sexe dépassait du caleçon et qu'il était en érection. D'accord. Voilà. Donc ça, j'en ai immédiatement informé les services sociaux qui ne m'ont pas cru d'emblée en me disant que je réglais mes comptes avec monsieur, etc. Donc ils n'ont même pas cherché à comprendre si c'était vrai, rien du tout. D'accord. Donc la seule réponse que j'ai eue, c'était que c'était moi qui inventais. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Okay. 2 mois plus tard, donc dans les révélations que j'ai pu enregistrer, dans les photos que j'ai pu faire, etc., il ressort des choses, c'est-à-dire que l'aîné me racontait déjà à cette époque-là que son père l'emmenait dans des cimetières pour réveiller les morts. On faisait des cérémonies dans un cimetière en Bretagne notamment. Okay. Mon ex-mari est donc fasciné par l'occultisme, par la magie un peu de toutes les régions, je dirais. Ça peut être le druidisme, ça peut être les magies africaines, tous les livres qu'il a, tous les DVD qu'il a, tous les voyages qu'on a pu faire ensemble étaient, on va dire, choisis.
Voilà. Ok, Tous les voyages. tout était coordonné. Ouais. On partait pas dans un pays sans raison. On a été 2 fois en Égypte, on a été en Thaïlande, on a été en Irlande. À chaque fois, j'étais malade. J'ai fini à l'hôpital plusieurs fois. D'accord, ah ouais, Ouais. effectivement. Donc tout était choisi en fonction des lieux sacrés, en fonction de toutes ses croyances à lui. Donc voilà, mon fils a commencé à me raconter que son père l'emmenait dans des cimetières pour faire des cérémonies et qu'il s'amusait à réveiller les morts. Voilà. Ouais. Il m'a parlé d'hypnose aussi, que son père l'hypnotisait et qu'il lui apprenait à hypnotiser également. Ok. 2 mois plus tard, les enfants sont revenus. Et à chaque fois, l'avocat me disait laissez faire les services sociaux, laissez l'enquête en cours, on va voir, ça va déboucher, vous inquiétez pas, ça va aboutir. Oui, il voulait Voilà. surtout pas s'en mêler. Surtout pas. Ok. Le premier avocat que j'ai eu était déjà au courant de pas mal de choses au moment où on a été devant le JAF pour la première fois. Et il m'a dit ne dites rien. Enfin, il m'a muselé. Il m'a dit ne dites rien. D'accord, bon. Donc j'ai des enfants qui dormaient chez Pierre-Paul Jacques, qui squattaient sur des bouts de canapé, des enfants qui revenaient avec la peau irritée. Donc ils me racontaient que le père leur mettait des produits, il parle sans arrêt d'un produit vert qui brûle la peau. Okay. Donc j'ai des photos d'irritation sur les fesses, sur la joue. Ça a été d'ailleurs attesté. J'avais un voisin pompier, donc un dimanche, n'ayant pas de médecin, je suis allée le voir lui. Ouais. Marque de cigarette sur les fesses aussi de mon aîné. D'accord, oui. Voilà. Donc là, quelques mois plus tard, j'ai mon fils aîné qui revient de chez son père, de vacances chez son père, et qui était pas bien. Il me disait j'ai mal à la tête. Donc je l'allonge sur le canapé, je lui mets sa tête sur mes genoux et je lui demande ce qu'il a. Donc il me dit je suis pas bien. Et là, je veux lui prendre la température et il me dit non, il se met à hurler, à pleurer, ne touche pas les fesses, papa m'a fait mal aux fesses. Donc il n'a pas voulu que je regarde, pas voulu que je touche, puis je suis pas médecin, donc je me suis pas engagée à le faire. Je l'ai emmené chez un médecin qui m'a dit d'aller aux urgences, je suis allée porter plainte, j'ai expliqué tout ce qui se passait, et visiblement il n'y avait rien. Voilà. Donc l'affaire a traîné pendant 1 an et demi, je ne sais même pas s'il y a eu une enquête, et elle a été classée sans suite. Suspicion de viol avec un enfant qui a parlé à la gendarmerie. Ils ont été entendus tous les deux par la BPDJ. Tous les deux racontaient la même chose, c'est-à-dire que le père venait dans la chambre les toucher tous les soirs avant qu'ils dorment, quand ils étaient en pyjama. Et ça, ils l'ont dit à la gendarmerie. D'accord, donc c'est des faits qui ont été dits directement. Tout à fait. Et ils n'ont pas tenu compte. Non. D'accord. Parce que dans le cadre de la gendarmerie, donc les enfants ont parlé et moi j'ai porté plainte 2 fois. Donc la première fois c'était en avril 2015, la deuxième fois c'était en février 2016. Donc là je suis toujours sur ce qui s'est passé en avril 2015. La gendarmerie m'a dit oui mais il faudrait que vous rencontriez toute la famille, un expert psychiatre. Mais on ne peut pas avoir de rendez-vous. Pendant 1 an et demi j'ai appelé, j'ai fait part de ce qui se passait de nouveau et jamais de rendez-vous avec cet expert psychiatre qu'on a rencontré en mai 2016 seulement, donc plus d'1 an plus tard. Et les choses continuaient, donc les enfants qui me racontaient ce qu'ils vivaient chez leur père, et l'avocat qui me disait mais non, mais ça suffit pas pour empêcher qu'il ait le droit de visite, droit de garde, ça va se retourner contre vous, vous allez avoir les gendarmes à la maison, voilà. Donc ils partent l'été chez leur père, voilà, ils vont chez le grand-père, donc le grand-père paternel dont on a parlé, celui qui s'est converti, qui visiblement, à ce que j'ai entendu des enfants, à ce qu'ils m'ont écrit, à ce qu'ils m'ont dessiné, ce qu'ils ont témoigné, a aussi abusé d'eux. J'ai des dessins très précis du grand-père et du père dans la chambre en train de les toucher, de la part des enfants. Donc, je tiens à préciser que je n'ai absolument rien contre l'islam, hein. Je suis absolument tolérante de toutes les religions, quelles qu'elles soient, dans la mesure où elles respectent l'autre. Voilà. Donc il n'y a aucune chose là-dedans. Par contre, je sais que lui, ce qu'il en a fait, n'était pas du tout dans cette ouverture-là, n'était pas du tout dans ce respect ni de l'être humain ni de l'amour. Ah ouais, qui n'avait rien à voir avec la religion. Rien du tout, non. D'accord. Il était passionné de tout un tas de choses sombres, quelles que soient les origines, quelles que soient les pratiques. Ah oui, dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, donc j'ai pu rencontrer l'expert psychiatre qu'1 an après. Entre-temps, il s'est passé encore des choses extrêmement graves, puisque j'ai mon petit de 5 ans qui est revenu d'un week-end de chez son père. On était au moment du... C'était le soir, c'était un dimanche soir. Il était en train de se mettre en pyjama, donc tout seul. Hein. Il m'explique, il se met à pleurer, il m'explique que son père lui a fait mal dans la cabine de la piscine. D'accord. Voilà, il lui a fait mal au sexe et qu'il
peut pas me dire, il peut pas me montrer. Il pleurait beaucoup. Et il m'a dit que ça s'était passé en présence de son frère. Ils étaient tous les trois dans la cabine et que le frère s'est bouché les oreilles pour pas l'entendre crier. D'accord. Donc il m'a montré un geste d'une extrême violence. À la fois, mes enfants m'ont décrit des gestes qui ressemblaient à des masturbations et aussi il y a des gestes beaucoup plus violents où carrément le père tirait, mettait des coups de poing en fait dans le pénis des enfants. Donc là, je l'ai emmené chez un médecin, mon médecin traitant, puisque c'était un petit peu aussi en urgence. Et puis parce que mon fils a confiance en elle, et il lui a expliqué ce que le père avait fait, et elle a témoigné qu'effectivement le prépuce était abîmé. D'accord. Donc là, à nouveau, ils ont été entendus par la brigade des mineurs. Et voilà. Ok, mais tout ça, c'était que à caractère violent et la police n'en tenait compte de Non, rien. non, Ok. non. Donc Non. c'était vraiment un silence de la part de la justice, quoi. Ouais, et puis je dirais, à la fois dans les abus sexuels, je pouvais des fois avoir un semblant d'oreille qui semblait compatissante a priori. Par contre, quand je décrivais ce qui se passait avec ces produits, avec ces rituels, etc., on m'a jamais cru, quoi. On m'a jamais D'accord. cru, alors que c'est la vérité. Ouais. J'ai des photos, puis la parole des enfants, quoi. Pourquoi sa parole à lui aurait une quelconque valeur? Oui, C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. exactement. Donc, on a rencontré un expert psychiatre désigné par la gendarmerie en mai. Bizarrement, il avait rencontré monsieur quelques jours avant. Et il avait des questions toutes prêtes à l'emploi, pour me mettre en difficulté. Il m'a hurlé dessus, il m'a dit de toute façon que j'avais aucune chance d'être entendue, que personne ne me croyait et que j'étais mal barrée. D'accord, donc il était direct dans le négativité. Ouais, il voulait absolument savoir pourquoi j'avais quitté monsieur, alors qu'on était là pour les enfants. On était là pour savoir ce qui s'était réellement passé, ce que le père avait fait. Et il m'a hurlé dessus, quoi, en me disant vous me cachez des choses, j'ai l'habitude, vous me racontez pas tout, pourquoi vous l'avez quitté. Il voulait absolument Ça, c'est le psychiatre. m'emmener là où il voulait en fait. Il m'a fait dire des choses, il m'a tellement pas écouté. L'entretien a duré moins d'1 heure. Il était sur son téléphone tout le temps. Il était sur son téléphone et il m'a tellement pas écouté qu'il a fait des erreurs de nom, de date. Il finissait mes phrases à ma place, il me coupait la parole, il me laissait pas parler. Il me fait dire des choses dans son rapport qui sont fausses, que je n'ai pas dites, que lui a dites. Ok, donc vraiment non-respect de la personne, Ouais, imposition de la personne, pression et tout ça. tout ce qu'on veut. Voilà, et la justice ne disait rien. Non. Donc le rapport a été fait. Moi j'ai déposé plainte contre cet homme. Oui. Déjà pour la méthode qu'il avait utilisée et puis pour ce qu'il racontait, parce que monsieur tout va bien. Ouais. Monsieur raconte qu'il a eu son premier rapport sexuel à 8 ou 10 ans, mais ça le psychiatre trouve pas ça bizarre. D'accord. Voilà. Et monsieur qui raconte ça, c'est le mari. Oui, mon ex. D'accord. Il raconte à 10 ans, il est son premier rapport. Ouais. Et puis le psychiatre réagit pas en disant que c'est Mais anormal. ce rapport, c'était un rapport avec une femme. Ah, je sais pas. Oui, parce que c'est quand même. Mais il raconte ça comme si c'était normal en fait dans le rapport. Parce que, si son père a participé avec lui sur ses petits-enfants, on peut comprendre que le père avait déjà cette pratique et que pour lui, en plus, ça ne le choque pas que le père c'était normal. C'est possible, le fasse avec ses enfants. Et puis en plus, ce qui est étonnant, c'est ce qu'il appelle un rapport, c'est que finalement c'est une normalité quand il voit son père le faire et que son père l'ait fait avec lui. Et pour lui, c'était un rapport. Et dans le rapport, ça apparaît pas. Voilà, c'est la question. Voilà. Ouais. Donc la question, c'est avec qui. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Et au vu, enfin, de ce qui est dénoncé, on pourrait supposer que ça soit le père. C'est possible, ouais. Parce que pareil, dans le rapport, il raconte qu'il a fait pipi au lit jusqu'à 12 ans, qu'il avait peur de son père, donc c'est cohérent. Voilà, ok, donc il ne faut pas aller plus loin. Ouais. Okay. Donc voilà, rapport du psychiatre qui est bizarrement plus établi 1 semaine avant d'aller chez le juge pour les enfants, le juge des enfants. On l'a attendu pendant 1 an et demi, mais il est tombé 1 semaine avant. Donc là, une fois que le rapport est tombé, il a été transmis au juge des enfants et le procureur a classé mes 2 plaintes sans suite. Comme ça. D'accord, sans aucune raison. Sans aucune raison. Voilà, donc on s'est présenté à l'audience chez le juge des enfants avec ce rapport psychiatrique et à cette époque-là, la juge des enfants a pris le rapport, elle l'a posé sur un coin du bureau en disant qu'elle n'en tiendrait pas compte,
que c'était une pièce parmi tant d'autres. Donc, ce qui montre aussi que ce psychiatre-là est sujet à caution. Oui, oui qu'il est consentant dans le réseau d'ignorance. Ouais. Et puis qu'il est connu aussi pour ses pratiques abusives. D'accord, ah oui, carrément. Oui, je pense que là, c'était plutôt une remise en cause de son professionnalisme, parce qu'il est connu des avocats, il est connu des autres psychiatres qui disent bien qu'il a un problème. D'accord, ouais, voilà. Donc il est vraiment reconnu, mais il se permet de faire ce qu'il veut. Et puis il est toujours expert auprès de la Cour d'appel de Lyon. Ah oui. Ah oui. Ah oui, là c'est un gros problème. Ah oui. Oui, et en même temps, moi quand j'entends tout ça, je comprends le discours de Poutine. Mais vraiment. Je comprends son discours, et c'est vrai que là, il faut pouvoir rebondir là-dessus, parce que c'est important, vraiment. Quand on entend tous ces témoignages, vous êtes un petit peu comme des éclaireurs, des éclaireuses. C'est-à-dire que, mais c'est vrai, vous avez vraiment ce rôle, c'est celui vraiment des personnes qui, déjà même pour vous, c'est déjà une première de pouvoir témoigner. C'est un témoignage toujours difficile, et c'est un témoignage qui vous met dans une position vraiment en avant par rapport à d'autres mamans qui n'ont peut-être pas eu encore l'opportunité, la possibilité de témoigner. Mais quand on voit ces professionnels vraiment se couvrir les uns les autres, on peut comprendre que le réseau, la toile, elle est vraiment grande. Et que quand Poutine demande de dresser la liste de tous les coupables dans chaque pays concernant la pédocriminalité, on sait très bien que ça touchera tellement de monde et tellement d'aussi de rencontres. Donc je pense que c'est important, en tout cas pour toi, de la sensibiliser là-dessus et puis d'aller là-dessus. C'est révélateur, de toute façon, ce qu'on a vécu. Ouais. C'est ça. Donc, donc ça fait justement écho à ce que disait Poutine et ce qu'il dit toujours par rapport à une liste qui doit mettre en place contre ces gens, mais en fait ça regrouperait tellement de monde que en fait tout le monde serait directement impliqué, même les plus hauts fonctionnaires de l'État. Et du coup, ça fait aussi référence à tout plein d'autres sujets qui, bien sûr, sur le plan politique fait écho à la Russie, tout ce monde slave, aussi la Serbie, bien sûr. Mais aussi, c'est une preuve que il y a des faits qui sont réels dans le monde et que la justice n'en tient aucunement compte et qu'il laisse faire, tout simplement, parce qu'il est impliqué dedans. J'ai eu des révélations de la part de mon fils aîné, en fait, qui m'a expliqué que son père l'emmenait à l'armée très régulièrement, comme ça, très facilement, et que là-bas, il avait assisté, il participait toujours d'ailleurs à des viols collectifs sur des enfants. D'accord. Voilà. Et ton fils, il était dans l'armée ou il n'avait pas du tout de rapport avec l'armée, il n'était pas inscrit dedans, etc. Moi, je veux parler de mon ex-mari, en fait, qui est militaire dans l'armée de l'air, qui était au Mont-Verdun pendant une dizaine d'années, puisque les enfants m'ont parlé de ce qu'ils avaient vécu au Mont-Verdun, le petit moins, parce que d'après les propos de l'aîné, il était souvent drogué. Okay. Pour oublier ce qu'on avait pu lui faire et ce qu'il avait pu voir fait sur lui et sur les enfants, sur d'autres enfants. Donc j'ai mon fils aîné qui me raconte que son père l'emmenait très régulièrement à l'armée, qui venait le chercher à l'école pour l'emmener au Mont-Verdun. D'accord, donc il a 9 ans à ce moment-là. Il n'avait pas 9 ans, il avait 6 ans. 6 ans, ok. 6 ans et moins, puisqu'on était encore ensemble. Et que là-bas, il avait assisté et participé à des viols collectifs sur des enfants. D'accord. Voilà. Tout en étant drogué. Le tout petit. Le tout petit, oui. C'est l'aîné qui me raconte qu'il était conscient, qu'il a vu, qu'il a participé. Et j'ai un fils aujourd'hui qui souffre de graves problèmes psychiatriques, en fait, qui se sent investi d'une mission, qui entend des voix dans sa tête, qui est complètement sous la coupe du père et qui explique qu'il adore. Il veut plus venir chez moi, en fait, il veut rester chez son père, tellement ce qu'il fait chez son père est bien, puisqu'on l'autorise à faire des choses de grand, c'est-à-dire aller sur la base de Mont-de-Marsan et se livrer à des viols sur d'autres enfants. Et qu'on lui laisse leur faire du mal et qu'il aime. Donc mon fils aîné aujourd'hui, que je ne reconnais absolument pas, en fait, qui a lentement dérivé à partir du moment où il a commencé à aller seul chez son père, et son comportement est devenu odieux, donc agressif avec moi, agressif avec son frère, prenant plaisir à faire du mal, à casser des objets, à voler, à dire qu'il voulait qu'on meure, que mes amis, que les gens qui m'étaient chers meurent. Il m'a dit plusieurs fois que son père lui avait demandé de l'aider et qu'il le tuerait s'il ne le faisait pas. Ok, donc il était vraiment dans l'extrême mal et dans la limite assassin. Oui, et dans le plaisir de faire.
Ouais. à tel point qu'il a été diagnostiqué par un médecin, par un médecin comme étant sociopathe D'accord. et par un pédopsychiatre comme éprouvant des pulsions sadiques qui étaient extrêmement inquiétantes et qui mettaient en danger la famille, avec un recul émotionnel là-dessus, c'est-à-dire qu'il dit qu'il prend plaisir à faire du mal, à nous voir souffrir, qu'il voudrait voir mourir sa mère, sa propre mère. Il a 9 ans. D'accord. Voilà, et son frère. Et il est passé plusieurs fois à l'acte avec son petit frère. Il a tenté de le noyer 2 fois sous mes yeux. Donc j'ai dû plonger dans la piscine pour le sauver. Il l'a menacé d'un couteau. Il a voulu l'étouffer avec un coussin. Et il a été l'attraper pendant qu'il jouait tout tranquillement. En fait, il l'a saisi et il l'a fracassé contre la table basse. Il lui a ouvert l'arcade. Ok. Donc il a été hospitalisé pour ses actes de barbarie, enfin de brutalité sur son frère. Ouais. Et aujourd'hui, son petit frère me raconte que vivant chez son père, il est au milieu de son frère complètement en perdition et son père. Donc tous les deux lui font du mal et il a 5 ans. Et les services sociaux m'expliquent que tout va bien chez le père et que de toute façon, à son âge, il est trop petit pour être entendu. D'accord, oui, donc ils font tout pour vraiment que le père soit dans le bon côté, etc. etc. Ouais, et pour couper le lien avec la mère. Oui, aussi. Qui est je suis la seule personne qui puisse le protéger aujourd'hui, donc jusqu'à me faire passer pour folle, jusqu'à demander à ce que je ne vois plus les enfants, y compris pendant les vacances. Ouais, ça pour avoir aucun contact, pour qu'ils aient le contrôle de tout. Exactement. D'accord. Et en m'accusant au passage d'aliénation parentale. Alors que j'ai un fils aîné qui aujourd'hui refuse de me voir, qui me dit pas bonjour, qui quand il est avec moi me dit qu'il veut qu'une seule chose, c'est que je meure. Et on m'accuse moi d'aliénation parentale, ce qui est complètement aberrant. Incohérent du tout. Voilà. D'accord. Mon fils Even, très tôt, m'a parlé d'un petit enfant joyeux à qui il était très heureux de faire du mal à son kiki. Il m'a dit par la suite qu'il s'appelait Maurice, qu'il était très heureux aussi de lui avoir pris son 3e œil, l'œil qui voit tout. Il appelait l'œil qui voit tout, il disait qu'il l'avait dans la poche en permanence. Ok. Et par la suite, en fait, on a pu confirmer ce qu'il avait pu me dire, c'est-à-dire qu'on le sortait de l'école pour aller faire du mal à Maurice avec son père et avec le père d'Maurice. Il m'a également décrit aussi des salles dans lesquelles on l'emmenait. Donc il m'a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait beaucoup d'enfants étrangers, sans parents, des enfants qu'on avait pris à leurs parents et des parents qui amenaient spontanément leurs enfants avec eux. Et qu'il assistait à des séances de torture et de viol sur ces mêmes enfants et qu'on le laissait faire, on le laissait participer à cela, ainsi qu'à l'élaboration de produits qui allaient servir à faire du mal aux gens dans l'armée. Il m'a décrit des salles, il m'a expliqué qu'il y avait des enfants étrangers qu'on ramassait dans la rue, des enfants qui étaient amenés par leurs propres parents et des enfants qu'on avait pris à leurs parents et à qui on donnait des produits pour qu'ils puissent oublier. Il m'a décrit des salles aussi et au Mont-Verdun et à la base de Mont-de-Marsan où les grands le laissaient fabriquer des produits avec lui, des produits qui allaient servir ensuite à faire du mal à d'autres gens et que l'on droguait ses enfants, en particulier son petit frère sur la base de Mont-de-Marsan pour pas qu'il se rappelle. Et il m'a expliqué aussi que son père l'emmenait dans des salles où les gens étaient habillés en toge noire. Il m'a décrit des symboles qui étaient un petit peu représentés partout, notamment un symbole avec un œil dans une pyramide. Ok, et du coup les tenues c'était similaire au Ku Klux Klan ou c'était comment? Alors moi je ne connais pas grand chose aux confréries. Avec cet œil qui voit tout dont il me parlait, avec ce symbole, on serait plutôt proche de rituels francs-maçonniques. D'accord. C'est plus clair. Donc mon fils m'a expliqué qu'à l'armée, en fait, lorsqu'il était avec son père, on l'emmenait torturer des enfants, qu'on le laissait s'occuper de ces mêmes enfants d'ailleurs, qu'il était très heureux, qu'il se sentait investi d'une mission, qu'il n'y avait pas d'enfant plus intelligent que lui. Voilà. D'accord, donc lui c'était classifié de parfait. Oui. Ok. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc par la suite, par rapport à mes plaintes et tout ça, tu veux dire, non? Non, par rapport à ce que les enfants ont eu, tout ce travail-là et l'affaire. C'est en cours en fait. Ça se passe encore aujourd'hui. Ok, donc ça se passe encore aujourd'hui. D'accord. Voilà. J'ai porté plainte, moi. Il travaille où, le père le grand-père, il travaille où? Alors le grand-père naviguait dans l'aviation civile. Donc il avait pour clients des gens extrêmement fortunés qui avaient leurs propres avions. Quel rapport ils ont avec tes enfants? Alors mes parents, donc j'ai un père qui était lieutenant-colonel dans l'armée de l'air, qui est aujourd'hui à la retraite, ils sont partis vivre au Canada il y a quelques années, puis là ils viennent de revenir, donc un haut militaire. Voilà.
qui a abusé de moi également quand j'étais enfant. Voilà, Je peux le ok. dire ça ou pas? Ah oui. Ah oui. Oui, 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 oui. Ah, Ça ouais, fait ça, partie c'est des des rêves schémas. lucides, enfin, ça Ouais, fait ouais. partie, hein, d'accord. Donc un père qui a abusé de moi et aujourd'hui, ces parents qui ont été, eux, sans amour, qui ont été monstrueux dès le départ, hein, se sont permis d'écrire à la justice et au juge des enfants pour demander, eux, la garde de mes enfants. Eux, Donc ils me voulaient nier plus. en tant que fille, me nier en tant que femme, me nier en tant que mère. Ouais. Je leur ai expliqué ce qui se passait il y a plus de 2 ans de ça, hein. Malgré Ouais. nos différends, je leur ai dit bon, maintenant on est adultes, il faut régler les choses. J'ai essayé d'entamer la discussion avec eux et je n'ai eu aussi là aucune Un mur. réponse. Oui. Au contraire, ils ont écrit contre moi au juge des enfants. Donc c'est là où on voit qu'il n'y a pas de lien familial. Non, pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, il y a un programme. Ouais. Finalement, on peut dire qu'ils sont dans un programme. Et je me suis construite malgré ça. C'est vraiment, tu vois, c'est après à toi d'amener ton truc, mais c'est là où je me rends compte qu'ils sont dans un programme. Ouais, c'est ça. Et ils sont tellement dans un programme que il n'y a aucune place pour l'émotion. Non, mais ils le disent Pour eux-mêmes, le ils le cœur. reconnaissent. Voilà. On t'a apporté le Tu vois, confort quand tu maternel. Non, mais j'ai une Ouais, mère qui est sa mais- créature en fait, Ah ouais, non, qui a ouais. jamais été une mère parce Ouais. qu'elle était. Il allait au service de sa domination. C'est ça. Ah oui. Jusqu'à faire des opérations de chirurgie esthétique, jusqu'à être vraiment son objet, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, mais lui, bon, tu sais, il aime dominer, donc il aime vraiment, il a l'habitude d'avoir des objets autour de lui, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Mm. Et il a été lui-même un objet dans sa vie. Donc, Sûrement, ouais. tu vois, non, mais c'est vrai. Tu vois, finalement, tu vois, on reproduit, ce qu'on a subi. Hein. Mm. C'est dur à dire, mais c'est un peu comme ça. Jusqu'au moment où on dit stop. Exactement. Et là, c'est bien parce que c'est un stop que tu exprimes, et puis voilà, faut l'entendre. Ok. Faut l'entendre. Ok. Mais j'ai grandi avec un père militaire, un lieutenant-colonel dans l'armée de l'air. Donc j'ai baigné dans l'armée en fait toute ma vie, hein, depuis ma naissance, jusqu'à, et c'était pas prévu du tout, rencontrer donc, mon ex-mari Mhm. qui n'était pas dans l'armée à ce moment-là. Moi je voulais absolument pas d'un militaire et mon père l'a conduit en fait à entrer dans l'armée lui aussi. Ouais, il l'a influencé. Oui, Mhm. ils se sont entendus, Ok. mais toujours est-il que voilà. Finalement j'ai pu quitter le monde de l'armée quand j'ai quitté mon ex-mari. D'accord. Sinon, j'ai connu ça pendant 30 ans, plus de 30 ans. Ouais, t'avais vraiment l'environnement militaire. Ouais. Et t'en avais marre et tu voulais le quitter à tout prix. Oui, parce que c'est un monde qui est complètement particulier quand même, qui vit en vase clos, qui vit dans le secret, avec des femmes qui sont plus ou moins réifiées, sont des objets pour leur mari, Mhm. qu'elles suivent aveuglément, elles élèvent les enfants. Voilà. Combien de femmes, de filles de militaires également ont vécu ce que j'ai vécu. Oui, plein, certainement. Et d'ailleurs, ça en revient à dire que la programmation MK Ultra, je ne sais pas si tu connais, Non, pas du tout. la programmation MK Ultra, c'est une programmation mentale par le contrôle psychologique. Donc, il y a un bouquin qui a été, d'ailleurs à ce propos, il y a un bouquin qui a été édité à ça, par Alexandre Breton, voilà, MK abus rituel, eau et contrôle mental. Donc ça raconte tout dans ce livre de plus de 600 pages, comment la programmation se fait, comment elle est mise en place, comment psychologiquement ils suivent tout, ils font tout ce qu'il faut pour que ce soit bien dans leur agenda, et puis qu'ensuite ça arrive à leur fin, bien sûr toujours dans le système négatif, dans le dénigrement, dans tout ce que vous voulez de négatif. D'accord, bah quand vous parlez de programmation, bah moi je me souviens m'être retrouvée autour d'une table en Ouais. fait, avec des gens très haut placés, des politiciens, des chefs d'État de différents pays, Mhm. et puis d'autres autorités également dont on entend parler, des figures de l'ONU aussi. Ouais, carrément l'ONU, quoi. Oui, carrément. Quelqu'un qui aujourd'hui est consultant à l'ONU. D'accord. Autour d'une programmation visant, ayant pour cible une personne en particulier. Ok. Donc l'ONU est aussi baignée dedans. Oui. Ok. Puis des gens qui avaient payé pour être là aussi, pour D'accord. participer à ce programme. D'accord, donc c'est comme un club en fait. Ouais. Des Ok. gens qui se connaissent très bien, D'accord, c'est une bande de copains. qui ont du pouvoir. Oui, c'est sûr, beaucoup de pouvoir. Et qui abusent du pouvoir aussi. Hein. Oui, exactement. Ils abusent clairement du pouvoir pour faire ce qu'ils veulent
toujours dans la possession, toujours dans cet esprit-là en fait. Mm. Donc du coup, comment as-tu fait pour te retrouver autour de ça avec l'ONU et les chefs d'État et tout? Eh bien, en fait, j'ai participé à une expérience qui m'a été présentée comme une expérience du surhomme. Ok. En fait, on m'a expliqué qu'on allait faire des tests Mhm. sur une personne pour voir quelles étaient les limites de l'être humain, en fait, les limites physiques de résistance à la barbarie. Ok, donc c'était une sorte d'expérience. C'est ça. D'accord. Et ensuite, ils t'ont laissé rentrer comme ça et tu as tout entendu. Donc moi, je me souviens m'être retrouvée autour d'une table dans le cadre d'une expérience menée par la NASA Ok. qu'on m'a présentée comme étant une expérience du surhomme Mhm. et qui avait pour objet une personne en particulier. Ok. Donc autour de la table, il y avait des gens extrêmement influents, des politiciens, des chefs d'État de plusieurs pays et des gens qui interviennent à l'ONU aujourd'hui. Voilà. Autour de cette table, du coup, moi, on m'a expliqué les choses comme, on m'a présenté les choses comme si j'allais être actrice, en fait. J'allais participer à ça, une expérience pseudo-scientifique, en fait, rémunérée. Voilà. Et ça s'est déroulé à mon insu, en fait. Puisque j'ignorais absolument les tortures qui allaient être faites à l'égard de cette personne à ce moment-là. D'accord, ouais. Donc c'était vraiment. Et du coup, est-ce qu'il y avait un paiement? Est-ce qu'il y avait un résultat de paye, un truc comme ça? Alors, il y a des gens qui ont payé pour être là, parce qu'ils voulaient absolument participer à ce programme et en être. Et il y en a qui ont été rémunérés. Moi, on m'a promis 50 millions, Ok. quand même. Et puis, il y a un homme aussi qu'on a payé plusieurs milliards pour devenir l'époux de la femme qui était en ayant déjà un scénario bien établi à l'avance. Ok, donc tout vraiment était déjà planifié à l'avance, il y Ouais. avait juste à passer à l'action. Exactement. Ok, Ouais. d'accord. Donc, Et moi, j'avais pas conscience, enfin, je tiens à le dire aujourd'hui, hein, parce que oui, j'avais pas conscience de ce qui allait se passer. Voilà. ouais, ouais. Et est-ce qu'il y avait d'autres liens hormis l'ONU, les politiciens? Est-ce qu'il n'y avait pas des institutions comme la NASA ou autre chose? Il y avait des gens de la NASA. Enfin, moi, dans mes souvenirs, je me rappelle d'une femme en fait qui expliquait le programme pour les gens autour de la table. Euh, voilà, ce dont je me rappelle. D'accord. Bah écoute, merci. Juste avant, tu as d'autres choses à dire? Moi, on m'a expliqué que dans ce programme, j'allais avoir des contacts. Alors, là encore, hein, je parle de ce que j'ai. Oui, hein. oui, oui. J'allais avoir des contacts dans le cadre de cette expérience. Et dedans, il y avait mon ex-mari, il y avait son ex-mari. D'accord. Donc, eux aussi ont participé à ça. Ok. Et du coup, bah, donc ils étaient tous acteurs de ça. C'est ça. Donc, Ils se connaissaient très bien en fait, ce que nous on ignorait. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, On sait même pas comment on s'est rencontrés nous. Qui a décidé qu'on allait se rencontrer, Séverine et moi en fait? ouais, Consciemment, on sait pas. d'accord. Ouais, c'était déjà programmé à fond. Ouais. Il y avait plus qu'à. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est de tes enfants dans tout ça? Et ben aujourd'hui, j'ai des enfants qui vivent des abus sexuels quotidiens chez leur père. J'ai un fils aîné qui est en perdition totale. Mhm. Voilà. Avec l'assentiment de la justice et des services sociaux. Mhm. Voilà. Donc ce que je veux moi aujourd'hui, bah, c'est me battre pour eux, c'est ce que je fais tous les jours. J'ai un petit garçon de 6 ans qui est la proie de son frère et de son père, et dans l'indifférence de ces mêmes services sociaux qui m'expliquent très bien qu'il est trop petit pour être entendu. Voilà. Donc ce que je veux aujourd'hui, bah, c'est que justice soit faite, tout simplement. C'est-à-dire que les enfants reviennent à leur mère, puisque tout a été fait pour couper le lien que je pouvais avoir avec eux. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, je me bats pour mes enfants, je me bats pour la vérité, et puis je me bats aussi pour tous les enfants et toutes les mamans qui peuvent connaître ces situations. Et tu as bien raison. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses à apporter? Non, je vous remercie. Merci. Et n'hésitez pas, si vous avez des mêmes expériences, n'hésitez pas à parler, ça fera plus de sécurité pour vous. Merci à vous. Bye.